Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Nous allons parler aujourd'hui du crédit carbone. Que faire pour que le crédit carbone profite aux communautés locales? Nous avons en ligne aujourd'hui le professeur Jean-Robert Bouangoy. Il est professeur à la faculté des sciences agronomiques à l'université de Kinshasa. Et nous avons également en ligne le professeur Alphonse Maindo Monga, voilà, qui est également avec nous dans cette émission aujourd'hui. Professeur Maindo il est professeur des sciences politiques et de gouvernance forestière à l'université de Kisangani et responsable des Tropembos RDC, une organisation de recherche et de développement sur les questions forestières et environnementales. Nous allons échanger avec eux dans quelques instants des questions et préoccupations. Le standard est déjà ouvert, composez les 082 567 30 95. Et dans la deuxième partie de votre magazine, on va parler des problèmes cardiaques. Comment prévenir les crises cardiaques lors des matchs de football? Voilà, il y a beaucoup d'émotions. Il y a changement d'émotion, on peut être en colère et puis on se réjouit et puis après on est frustré, etc. Au même moment. Alors on en parle dans cette émission avec Dr Cody Dinganga, cardiologue. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien. John Tibouaboua assure la coordination et la réalisation de cette émission. Paul Badianyama à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Nkeshama. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Bien, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien. On va parler aujourd'hui du crédit carbone. Vous savez, en RDC, le crédit carbone fonctionne via le mécanisme RED+, qui veut dire tout simplement réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Un crédit correspond à 1 tonne de CO2 évité ou séquestré. Cependant, certains projets développés dans des zones forestières pour empêcher la déforestation ne profitent pas aux populations locales. Selon une enquête journalistique soutenue par Pulitzer Center, réalisée en mai 2025 à Yafunga, dans le territoire d'Isangui, plus de 1,3 million de crédits carbone ont été vendus entre 2015 et 2024 par la société forestière Jadora. Cependant, de nombreux projets tels que la pisciculture, la construction des écoles, les centres de santé n'ont pas été réalisés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le fonds des crédits carbone bénéficie réellement aux populations riveraines? Professeur Jean-Robert Bouangoy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien, vous êtes professeur à la faculté des sciences agronomiques à l'université de Kinshasa, professeur associé à l'université d'État de Dakota, et vous êtes administrateur des RAPI et directeur pays des 3WCS. Alors, vous êtes également ingénieur géospatial. La première question est de savoir, qu'est-ce qu'on entend par, c'est quoi le crédit carbone? On entend souvent parler de crédit carbone, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ok, pour le crédit carbone, il y a en fait deux types de ce qu'on appelle le crédit carbone. Il y a ce qu'on appelle les réductions des émissions et il y a aussi les crédits de compensation. Pour ce qui concerne les crédits de compensation, les États souverains donnent des quotas d'émissions à des entreprises parce qu'on ne peut pas empêcher, nous voulons que les véhicules soient totalement électriques, mais on ne peut pas empêcher que les véhicules puissent se promener dans la ville. Oui. Donc ils vont continuer à brûler le carburant, on ne peut pas empêcher que les usines puissent continuer à fonctionner, donc on leur donne des quotas d'émissions. Et lorsqu'ils ont dépassé ces quotas d'émissions, ils peuvent en ce moment-là payer pour le surplus. Et lorsqu'un autre opérateur ou un État souverain n'a pas dépassé ce quota d'émissions, on peut faire une transaction d'échange
entre les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle les crédits de compensation. Maintenant, il y a les crédits de réduction des émissions, comme les crédits carbone forestier, où on demande à ce qu'on puisse réduire la déforestation. Donc, dans une région donnée, lorsque vous réduisez la déforestation, on mesure cette réduction en termes de biomasse qui est convertie en équivalent carbone, et c'est cet équivalent carbone que vous allez mettre sur le marché. Alors, la différence entre les deux est que vous voyez que le deuxième type doit être mesurable. Donc, il doit être mesurable et vérifié par une partie indépendante. Okay, donc, on doit mesurer les réductions et dire que, bon, voilà, on a effectivement réduit les émissions. Bien, donc on peut dire qu'un crédit carbone aujourd'hui correspond à une tonne de CO2 évitée ou séquestrée. Oui, donc dans un cas, c'est une tonne de CO2 évitée. Dans l'autre cas, c'est une tonne de déforestation, par exemple, évitée ou de réduction. Et dans l'autre cas, c'est une tonne de CO2 séquestrée. Donc, par exemple, dans les projets de reboisement, lorsque vous reboisez, on va regarder l'augmentation de la taille des arbres et on va convertir en biomasse. Et après, on le convertit en crédit carbone et on mesure les tonnes de crédit carbone évitées et séquestrées. Bien, et vous avez initié un projet pareil dans le Mai-Ndombe par rapport au crédit carbone. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, bon, il faut dire qu'il y a plusieurs projets qui ont été initiés, donc plusieurs concessions de conservation, si je peux dire, dans le pays. Hein? Donc, vous avez parlé du projet Jadora, qui était le premier projet qui a été mis en œuvre en RDC, spécifiquement à Isangi. Et bon, ce qu'on n'a pas dit du projet Jadora est que à Isangi, ils ont eu des difficultés à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans cette concession-là. Ils ont eu du mal à réduire les émissions. Et nous avons initié un projet dans le Mai-Ndombe. Il y a plusieurs opérateurs aussi qui ont pris des concessions de conservation, mais les seuls projets forestiers qui ont été validés et vérifiés par les auditeurs indépendants, c'est notre projet. Et le projet Jadora, à un moment donné, c'est-à-dire qu'au début du projet, ils ont pu faire vérifier quelques tonnes. Je pense que c'est dans l'ordre de 500 000 tonnes par an, 2 fois. Et après, le projet n'a pas été capable de générer suffisamment de réduction. Donc, c'est pour cette raison que vous avez vu que Jadora n'est pas capable de délivrer pour les promesses qu'ils ont faites aux communautés. Et parlez-nous du projet initié à Mai-Ndombe. Comment ça fonctionne? Comment ça évolue? Alors, le projet de réduction des émissions de Mai-Ndombe, que nous appelons généralement Mai-Ndombe RED+, c'est un projet qui a été initié déjà. Donc, au départ, nous avons commencé en 2009, mais les documents ont été signés en 2011. Et c'est un projet qui a aujourd'hui des résultats très mesurables. Donc, en ce qui concerne les réductions des émissions, je vais vous donner une idée sur les chiffres. Lorsque, au début du projet, le niveau de référence était à 6 000 hectares, ça voudrait dire que lorsque nous avons commencé le projet, il y avait 6 000 hectares de déforestation par an. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 1200
hectares de déforestation par an. Donc, la réduction des émissions, c'est dans l'ordre de... C'est dans l'ordre de 4000 hectares Oui. Par an. Donc, c'est cette réduction-là que nous avons vendue. Et si vous prenez ce qu'on appelle le facteur d'émission, c'est-à-dire le stock actuel de carbone ou de biomasse à l'hectare, de l'ordre de 500... de l'ordre de 500 000 kilogrammes à l'hectare. Donc, vous avez à peu près une réduction moyenne de 3 millions à 4 millions de tonnes. Bien. On va accueillir le professeur Alphonse Maïndo Monga. Il est enseignant des sciences politiques et de gouvernance forestière à l'Université de Kinshasa et responsable des Tropambos RDC, Organisation des recherches et du développement sur les questions forestières et environnementales. Professeur Maïndo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui des crédits carbone. Est-ce qu'on peut dire que ça profite réellement aux communautés locales, en prenant par exemple l'exemple du projet Jadora à Yafunga, à Isangui. Ce projet, il y a eu beaucoup de promesses à la population locale, mais en réalité, il n'y a pas eu un impact considérable sur la vie de la communauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, je pense que si on veut bien comprendre le projet Jadora, il faut d'abord partir à ses origines. Le projet Jadora, c'est d'abord une concession d'exploitation industrielle du bois d'une société qui s'appelait Safbois. Et donc, cette société-là avait signé des cahiers de charges avec les communautés pour rendre un certain nombre de services et tout ça dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Et malheureusement, ces cahiers de charges n'avaient pas été respectés. Hein. Les écoles qui étaient promises aux communautés n'ont pas été construites, les centres de santé et les fonds qui devaient être alloués périodiquement n'étaient pas vraiment bien versés et quelquefois, quand c'était versé, ce n'était pas aussi bien géré par les comités qui étaient mis en place pour que ça puisse servir effectivement aux communautés locales. Donc, il y avait eu déjà beaucoup de contestations et j'adore, Safbois à l'époque avait abandonné l'exploitation et avait même abandonné beaucoup de bois coupés dans la forêt. Et c'est dans ces conditions-là que tout d'un coup est apparu les projets Jadora et qui a donc fait une transformation donc, de l'exploitation je vous passe de problèmes qui se sont posés d'un point de vue administratif et réglementaire, de la transformation d'exploitation en conservation, sans faire passer par les CLIP ou les consentements libres informés et préalables de communautés locales. Donc, ils ont promis pas mal de choses aussi pour sensibiliser les gens à accepter ce nouveau projet. Mais malheureusement, ces promesses, encore une fois, comme celles de Safbois, n'ont jamais été tenues. Il y a même eu de mécontentements très, très, très graves où on a agressé les personnels de Jador à Yafunga notamment. On a failli même perdre des vies humaines là-bas parce que les gens étaient attaqués à coups d'armes blanches, de machettes et autres, pour exprimer les mécontentements, le ras-le-bol de communes locales. Donc il y a eu un vrai problème. Oui. Et bien évidemment, ces problèmes peuvent s'expliquer en partie par le fait que Jador n'a pas pu avoir tous les paiements qui étaient nécessaires. Mais les paiements qu'elle a encaissés, elle aurait dû les partager avec les autres, avec la communauté. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les communautés bénéficient effectivement, les communautés riveraines bénéficient effectivement du crédit carbone, des projets de crédit carbone? Bon. Alors, pour moi, je pense qu'il y a d'abord, fort de ces expériences d'abus de communauté, tout ça, l'État congolais a créé ce qu'on appelle l'autorité de régulation de marché carbone, pour essayer un peu d'encadrer, pour s'assurer que les communautés locales bénéficient effectivement de ce crédit carbone. Maintenant, il faut que ce service-là, cette autorité de régulation, puisse assurer effectivement son rôle. Mais si l'on veut vraiment que les communautés puissent bénéficier, je pense qu'il faut carrément bien repenser
cette question de marché carbone. Et on parle là de prix qui ne sont pas non plus très intéressants. Si vous regardez aujourd'hui, le prix du marché carbone, c'est autour de $5 la tonne, entre 5 et 10. Et quand on voit tout ce que les gens doivent faire pour arriver à obtenir ces prix-là, c'est vraiment dérisoire. Alors, donc, ça pose de sérieux problèmes d'ordre éthique et aussi d'ordre économique et des survies. Quel est l'intérêt, par exemple, d'une communauté locale à préserver les forêts dans ces conditions-là, si pour une tonne, ça doit lui revenir après à $5. Si vous voulez, par brasserie, c'est $5, alors que s'il coupe un arbre, s'il vend un arbre sur pied, il a autour de $25-30 pour un arbre sur pied. Mais s'il coupe ça en bois, qu'il lui-même il le transforme, un mètre cube de bois est vendu au marché de gagné par exemple à $250-380. Donc on voit bien que là, si vous voulez, les choix est clair pour les communautés. Donc il faut vraiment repenser. C'est pour ça que moi je pense que si on veut vraiment les locales et les peuples autochtones pour leur récompenser pour les efforts de conservation, de protection de forêt qu'on fait, et on devrait faire mieux que les marchés carbone. Il faut aller plutôt dans d'autres mécanismes qui consisteraient à faire des appuis de développement en termes d'agroforesterie pour appuyer les gens avec des cultures pérennes. Allô? Allô, professeur, la communication se détériore, on l'a perdu, on n'entend presque plus. Allô, Allô, professeur Maindo. Voilà. Oui, vous me suivez? Oui, on vous a presque perdu. La communication s'est un peu détériorée. Alors, je veux vous poser la question de savoir quel est le rôle de la structure, l'organisation qu'on appelle Vera. Quel est son rôle? Ouais, si possible, peut-être de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça peut aider à améliorer la liaison, la qualité de la liaison téléphonique. Alors, j'étais en train de dire quel est le rôle de la structure appelée Vera dans le marché des crédits carbone. Allô? Oui, allô, oui, allô. Oui, professeur. C'est une structure qui est chargée de la... Oui, allô, oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, voilà. Je disais que la structure qu'on appelle Vera, c'est ce qu'on appelle une structure indépendante de certification. Donc, quand vous dites que vous avez sécrété autant de carbone ou vous avez évité autant de carbone, tout ça, donc eux, ils vont venir pour s'assurer, vérifier tout ça, mesurer tout ça de manière à faire un rapport indépendant d'audit, en fait. C'est eux qui sont chargés d'auditer et de certifier pour que vous puissiez être finalement payé pour les efforts que vous avez faits en termes de réduction des effets de gaz à effet de serre ou pour les efforts que vous avez faits en termes de reboisement pour sécréter les carbones et tout ça. Voilà. C'est une structure indépendante de certification ou d'audit de votre capacité à sécréter ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre. Bien, 082 567 30 95. Appelez à ce numéro pour participer à cette émission. Nous parlons aujourd'hui des crédits carbone. Est-ce que ça profite réellement, les projets dans ces secteurs profitent réellement aux communautés locales? On va accueillir Bienvenue Kikala depuis la ville de Kikwit. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher jeudi, bonjour, deux professeurs. Quelle est votre préoccupation? Je voudrais peut-être en quelque sorte poser la même question que le thème de votre émission. Je me demande, est-ce que les vrais projets à caractère réduit profitent aux bénéficiaires? Je suis, de par ma formation, moi-même ingénieur agronome. Nous voyons partout, presque dans toutes les provinces, il y a des projets PIRED qui dépendent de ces provinces-là. Mais je prends l'exemple pour ne pas être trop direct, le PIRED de chez nous ici au Kouilou. Après le projet, vous sentez que les paix des îlots, des parcelles agroforestières qui ont été mises en place, tout a été brûlé. Je me demande quelle est la durabilité de ces projets-là, parce que d'habitude, je ne sais pas s'il faudrait peut-être
aller avec les essences locales. On nous amène la cassia. Vous sentez que les communautés locales, par exemple, ne trouvent pas une grande importance avec la cassia. Ils le font parce qu'ils doivent recevoir le PC que ces projets-là à caractère payent à ces communautés. Après le projet, toutes les plantations au moins est brûlée. Est-ce que je me dis, aux yeux des bailleurs internationaux aussi, nous sommes sérieux? Parce que ce qui a été investi pour la première fois n'a pas été durabilisé. Est-ce qu'il faudrait vraiment continuer à réclamer le paiement de crédit carbone? Parce qu'à notre niveau, déjà, nous ne faisons pas tout pour que cela soit au niveau où on nous attendait. Voilà une ou deux questions que je pouvais poser au professeur. Bien, merci pour la question. Professeur Jean-Robert Bouangoy, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup aux collègues pour la question. Il faut qu'on puisse faire la part des choses. Les PIRED ne sont pas des projets RED+, mesurables. Donc, c'est un concept qui a été mis en place pour qu'on puisse, en fait, faire des investissements habilitants qui peuvent permettre à ce que les porteurs de projets ou les communautés locales puissent eux-mêmes arriver à une réduction des émissions. Et ces activités-là, parmi ces activités-là, il y a le reboisement ou des activités d'agroforesterie et j'en passe. Alors, donc ce ne sont pas des projets à proprement parler pour la production ou la réduction, la production des crédits carbone par se, comme on dit. Maintenant, en ce qui concerne les projets RED+, il faut que nous puissions, je vais aussi revenir sur ce que mon collègue de l'Université de Kisangani disait tout à l'heure, oui, pour dire qu'il faut que nous puissions comprendre que à l'heure qu'il est en République démocratique du Congo, en ce qui concerne les projets de crédit carbone forestier, si on fait abstraction au projet RED+ de reboisement, il n'y a qu'un seul projet qui a réussi à avoir des réductions des émissions, et à pouvoir vendre ces réductions des émissions, et c'est le projet Mindombe RED+. Je vous ai dit tout à l'heure que Jador avait pu avoir au départ presque 1 million de tonnes de crédit carbone. oui. Mais il y a deux problèmes fondamentaux avec Jadora. Et ça, ce sont en fait des résultats de recherche que nous sommes en train de mener actuellement ici à l'Université de Kinshasa, que nous n'avons pas encore publié. Pour ce qui concerne les projets Jadora, donc les territoires de Isangi et de Bassoko et une grande partie de la province de la Chuapa, c'est ces endroits-là qui constituent l'œil pluviométrique de la RDC. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il pleut beaucoup plus abondamment en République démocratique du Congo et par voie de conséquence, la forêt a tendance à se régénérer. La forêt a tendance à se régénérer de soi-même. Si vous essayez, nous avons essayé de regarder, par exemple, à Bassoko. À Bassoko, la déforestation peut partir de 800 000, donc de 300 000 hectares. Le stock résiduel est de 300 000 hectares. Et vous pouvez 300 000 tonnes à l'hectare et vous pouvez aller jusqu'à seulement 800 000 tonnes à l'hectare. Donc, il y a une différence de 500 000 tonnes seulement qu'on peut gagner dans les réductions des émissions dans ces provinces-là. Il faut qu'on puisse parler d'autres mécanismes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ajustement correspondant.
Ça voudrait dire qu'on donne la possibilité d'utiliser 1% de la valeur du stock pour ce pays ou ces régions-là qui ont une grande forêt et une faible déforestation. Il faudrait que dans les mécanismes du marché volontaire, que vous avez parlé de Vera, oui. En fait, Vera, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui crée des règles. Aujourd'hui, il n'y a plus que Vera seul, il y a aussi Equitable Earth qui est là. C'est une plateforme qui crée des règles et les auditeurs viennent utiliser ces règles-là pour vérifier. Alors, dans les règles actuellement du marché volontaire, il n'y a pas ce principe-là où les gens qui sont en province, dans l'ancienne province orientale, dans la Chopo et dans la Chuapa, qui bénéficient d'une pluviométrie élevée, et vous avez vu les résultats du flux qu'on mesure à Yangambi, qui montre que ces forêts-là continuent à séquestrer. C'est à cause de ça. Si vous regardez nos résultats dans le Maïndombe, nous avons depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'augmentation de volume, de la taille ou du diamètre des arbres. Donc, la forêt a bel et bien atteint ce qu'on appelle le climax. Donc, dans ces conditions-là, oui. Si on détruit la forêt, elle va difficilement se régénérer. Mais la forêt de la Chopo se régénère rapidement, autant que celle de la Chuapa. Il faut qu'on puisse faire pression pour que ces organes-là de certification puissent considérer ce type de forêt-là et donner des bénéfices correspondants, parce que c'est important. Et il faut dire aussi ceci, c'est que la RED+ n'est pas une activité qui concerne seulement le porteur de projet. C'est une invitation que le porteur de projet adresse aux communautés locales pour conserver ensemble. Parce que ce n'est pas un parc national, on ne peut pas avoir des interdictions pour couper la forêt et tout ça pour arrêter artificiellement le déboisement, mais c'est une invitation pour que, ensemble avec les communautés, on puisse le faire. Alors, généraliser aussi n'est pas bon, oui. Parce que les résultats que nous avons, par exemple, dans le Maïndombe, vous avez été vous-même, Radio Kapi a été témoin. Donc, il y a 25 écoles construites, il y a des réductions des émissions qu'on voit à travers la courbe de déforestation en utilisant les données qui sont disponibles à tout le monde. Donc, on a ces résultats qui sont mesurables. Oui. Et donc, on a des ventes qui ont été effectuées. Et vous savez aussi qu'il y a eu des problèmes énormes puisque les prix des crédits carbone, comme le professeur disait tout à l'heure... $5 la tonne, c'est insignifiant, professeur. Vous parlez de $5 la tonne, nous avons vendu à $3,70 la tonne. Vous voyez? Donc, on a vendu à 3,70. On a vendu même à $2 la tonne seulement. Donc, le marché est tout simplement, pour le moment, le marché est tout simplement inexistant. Et à ce stade, donc, il y a eu des problèmes avec le projet J'adore. C'est d'abord des problèmes techniques. Donc, ils n'ont pas pu, en amont, voir quelle réduction des émissions ils peuvent avoir à Issangi. Ils peuvent avoir à Issangi compte tenu du contexte de la pluviométrie élevée. Oui. Quelle réduction des émissions on pouvait avoir à Issangi en investissant. La deuxième des choses est que la plupart des gens croient que
hein, et même des techniciens croient que le crédit carbone, c'est équivalent au stock de bois. Si nous avons le bois dans la forêt, donc nous avons le crédit carbone. Mais ce n'est pas ça. Le crédit carbone, c'est l'effort qu'on fait collectivement. Alors, s'il y a un échec, s'il y a un échec dans la production de crédit carbone, l'échec, c'est un échec collectif entre les communautés et les porteurs de projets. Peut-être que les porteurs de projets n'ont pas amené correctement le message. Hein? Bon, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec Jadora, mais mon collègue disait qu'on n'avait pas fait le clip. Mais si vous ne faites pas le clip, comment est-ce que vous allez vous entendre avec les communautés? Alors, mon collègue agronome disait tout à l'heure qu'on amène l'acacia. Donc, ça, c'est dans le type de genre de choses qu'on a toujours fait. Oui. Hein? Donc, l'aide publique au développement, vous amenez l'acacia, les gens n'ont pas besoin nécessairement de l'acacia. Si vous voulez amener l'acacia dans le Kwilu, vous dites aux gens du Kwilu qu'on vous amène l'acacia pour que demain, vous puissiez vendre les makala, par exemple. En ce moment-là, ils savent que l'acacia est important. Lorsqu'on a géré le pirate de Maindombe, à Oshwe, on m'a posé la question de savoir l'acacia que vous nous avez amené, l'arbre que vous nous amenez ici, il produit quel fruit? Vous comprenez? Oui. La population, il y a une utilité pour un arbre qu'on vient planter. Et généralement, les communautés doivent vous dire ce qu'ils veulent. Je vous donne un autre exemple. Nous sommes arrivés avec des avocatiers greffés, des safoutiers, et aujourd'hui avec des agrumes, donc des orangers et des mandariniers dans les villages. Oui. Nous avons planté autour des villages. Vous savez ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le jour suivant, les gens sont venus voler ces plantes pour amener chez eux. Oh là là. Et nous avons fait une réunion pour leur dire que ces plantes que nous avons amenées ici, c'est pour vous. Nous avons un laboratoire qui fait le greffage. On va vous amener. Vous voyez, c'est la différence entre le fait d'amener l'acacia à Oshwe. Vous amenez l'acacia à Oshwe, c'est pour faire quoi? Professeur Jean-Robert... C'est là où je dis que le collègue a raison. Oui, professeur Jean-Robert, un instant, on va accueillir Achille Kassongo depuis Lubumbashi. 082 567 30 95, appelez à ces numéros pour participer à cette émission sur le crédit carbone. Achille Kassongo, bonjour. Achille Kassongo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Allô? Je pense qu'Achille n'est plus en ligne. Professeur Alphonse Mayindo, quelle est votre réaction par rapport à la préoccupation des bienvenus des Kikwit tout à l'heure? Oui, alors, je fais tout à fait mienne les observations de mon collègue de l'UNIKIM en essayant d'ajouter quelques éléments. D'abord, pour ce qui concerne les essences qu'on amène dans les communautés. Vous savez, à part les questions d'ordre économique et culturel que cela pose pour les gens qui rejettent des choses qu'ils ne connaissent pas, il y a aussi d'autres dimensions tout à fait importantes en termes écologiques. C'est-à-dire, quand vous amenez des essences exogènes comme l'acacia, vous mettez ça dans un endroit comme ça vient perturber les écosystèmes. Et ça peut détruire si vous voulez, la richesse biologique qu'on avait dans les milieux. Et après, on se retrouve avec un espace monoculturel avec une seule espèce qui domine là-bas. Et en l'occurrence, l'acacia, c'est une espèce qui peut véritablement envahir des endroits. Et donc, c'est des erreurs que l'on fait par facilité, parce qu'on peut facilement, si vous voulez, multiplier les semences d'acacia pour mettre pour distribuer aux gens. Alors que si on veut véritablement faire les gens, il faut faire avec les communautés, leur demander
quelles sont les essences natives ou les essences indigènes dont ils ont besoin, qu'ils connaissent bien et qui ont des utilités pour la communauté. Alors, ensemble, chercher à récolter les graines ou les plantules, puis faire des pépinières après. Mais c'est un long processus et bon nombre de gens, pour des raisons d'ordre de projet d'ailleurs, parce que les projets ont une durée de vie très limitée, parfois c'est 5 ans ou même 3. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le temps pour prendre tout ce temps-là et donc les gens font ça. Mais c'est des erreurs stratégiques et qui peuvent avoir des conséquences énormes sur les écosystèmes. Ensuite, pour ce qui concerne les projets qu'on appelle les projets des PIRED, les PIRED sont effectivement de projets qui sont pensés, non pas pour payer les gens pour le capacité de séquestrer le carbone, et les PIRED, c'est pour ça qu'on dit programme intégré, si vous voulez, des réductions des gaz à effet de serre et tout ça, qui essaie de prendre en compte plusieurs dimensions. Et parmi ces dimensions, c'est quoi? Il y a plusieurs piliers. C'est qu'on veut s'attaquer au moteur de la déforestation. En fait, on veut stabiliser la déforestation, la dégradation forestière, tout en donnant aux gens les alternatives, les moyens d'existence. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire une dimension de l'aménagement du territoire, donc pour qu'on essaie de faire des plans d'utilisation des sols, pour qu'on n'ait pas, les gens n'aillent pas n'importe où pour faire les activités de différentes sortes. Donc, c'est ça qu'on fait. Deuxièmement, il y a aussi un autre pilier qu'on appelle les piliers agricoles. Donc, on va entre autres donner aux gens des semences de grande qualité, des semences de cultures vivrières dont les gens ont besoin pour vivre, mais en même temps, on va leur donner aussi des semences de cultures pérennes et qui leur permettent de se stabiliser pour ne pas continuer à aller ravager les forêts et tout ça, et avoir des revenus stables sur plusieurs années, comme les cacaoyers ou les palmiers à huile ou les caféiers, tout ça, qui sont des cultures pérennes. Ensuite, il y a un volet démographique. Parce qu'il y a un autre moteur, c'est la démographie. Donc, essayer de faire en sorte de faire une éducation à la planification familiale pour éviter des pressions très fortes. Tout à l'heure, on parlait d'Issangui. Issangui, dans la Chopo, c'est le territoire le plus densément peuplé, où il y a une très forte pression démographique, avec beaucoup d'espaces qui sont déjà occupés par la réserve de biosphère de Yangambi, mais aussi par les concessionnaires, les concessions, tout ça, qui réduit l'espace pour les communautés. Donc, il y a nécessité de regarder la question de la planification familiale. Ensuite, il y a aussi un volet foncier. Parce que si on veut que les gens puissent véritablement faire plein de choses dans leur milieu, il faut s'assurer, si quelqu'un peut faire une culture pérenne, doit avoir la propriété foncière et tout ça. Donc, voilà, si vous voulez, il y a donc plusieurs, j'allais dire, je ne voudrais pas m'étendre trop longuement, mais il y a plusieurs piliers, si vous voulez, lorsque l'on veut faire les PIRED, justement pour permettre aux gens d'avoir des moyens d'existence tout en réduisant la pression sur la forêt. Bien, que faire pour que les crédits carbone profitent réellement aux communautés riveraines? 082 567 30 95, appelez à ces numéros pour intervenir dans cette émission. Achille Kassongo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Oui, bonjour Jody, bonjour à tout le monde. On vous écoute. Et d'ailleurs, je suis à Manono présentement, on a du mal à vous capter. Ok, vous êtes plutôt à Manono, Achille. Oui, je vous ai suivi, j'ai suivi l'invité au début, où il est en train de dire qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, on ne peut pas, bien sûr, empêcher, n'est-ce pas, le véhicule de circuler, ça on est bien d'accord. Et alors, ma question est de savoir comment la RDC peut valoriser, n'est-ce pas, son lithium de Manono, là où je me retrouve présentement, essentiel aux batteries électriques, tout en tirant profit du marché du carbone, afin de créer la richesse au profit de sa population. C'est la seule question que j'ai pour le moment. Merci. Bien, merci. Professeur Jean-Robert Bouangoy, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est une question extrêmement pertinente actuellement. Et je pense que mon collègue tout à l'heure a parlé de l'autorité de régulation des marchés carbone. Voici ce qui est faisable et ce que l'autorité de régulation des marchés carbone est en train de faire avec pas seulement le lithium, mais les énergies renouvelables, les énergies propres. Donc, prenons ce qui a été fait à Kikwit. On a construit le barrage de Kakobola. Et ce barrage de Kakobola, dès qu'on a raccordé la ville de Kikwit, nous avons, en fait, la République a permis de faire en sorte que plusieurs générateurs qui produisaient
le CO2, qui a envoyé le CO2 dans l'atmosphère, plusieurs générateurs ont été retirés de la ville de Kikwit. On peut calculer cette différence-là et avoir donc au niveau actuel, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même des générateurs qui continuent à fonctionner dans la ville. On va voir les niveaux de référence. Au départ, c'était combien de tonnes de CO2 qui étaient envoyées dans l'atmosphère par rapport à cette activité. Et aujourd'hui, c'est combien? Donc, on pouvait avoir justement des crédits carbone pour revendre. Et là aussi, avec les batteries électriques, avec le lithium, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des batteries au lithium qui peuvent vous permettre de générer comme ça, de générer 60 kWh, autant qu'un groupe électrogène. Donc, si quelqu'un est capable de récupérer, justement, d'enlever ce groupe électrogène de 60 kVA et mettre justement du lithium, ça va permettre de justement gagner du crédit carbone. Le problème aujourd'hui avec la production de lithium, aujourd'hui, je comprends pourquoi notre collègue, notre ami de Manono est préoccupé par ça. C'est parce qu'à Manono, on va produire effectivement, il y a les Chinois et les Américains qui commencent déjà à produire le lithium. Mais nous devons commencer à produire justement les batteries électriques nous-mêmes et essayer de généraliser. Aujourd'hui, les générateurs sont généralisés dans l'ensemble du pays. Là où on ne produit pas, on n'a pas une connexion électrique avec la SNEL, on a tendance à amener un groupe électrogène qui va produire l'électricité. Mais nous pouvons déjà penser à pouvoir amener plutôt des batteries au lithium. Et avant d'y aller, c'est la responsabilité de l'ARMK de pouvoir vérifier le niveau de référence dans la ville où on va installer les batteries au lithium. Combien de CO2 sont émis dans l'atmosphère, et lorsqu'on va mettre les batteries au lithium, combien seront émis dans l'atmosphère? Et c'est cette différence-là qu'on peut justement aller vendre, au lieu simplement de se concentrer essentiellement sur le crédit carbone forestier. Bien, nous parlons aujourd'hui de crédit carbone. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça profite réellement aux communautés locales? 082 56 770 95. On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Professeur Alphonse Maïndo, avant cela, on va accueillir Blaise Saïdi Atoubou depuis Kisangani. Blaise, bonjour. Bonjour, cher Jody. Quelle est votre préoccupation? Bonjour à l'invité. Oui, ainsi qu'auditrice de la radio Capi. Je dois aller tout juste à quelques questions. Avant quelques questions, je vais donner une proposition à la thématique ou encore ma suggestion. Donc, à mon avis, une gestion transparente des fonds et l'implication des communautés locales est essentiellement pour que les crédits carbone profitent réellement aux habitants des zones concernées. La première question, cher Jody, comment assurer une répartition juste et équitable des bénéfices issus des crédits carbone? La deuxième question, quels sont les obstacles qui empêchent la réalisation effective des projets promis aux populations riveraines? Et la troisième question, comment renforcer la participation des communautés locales? Allô? Allô, Blaise? Allô? Allô? Ouais, je pense qu'il y a un souci avec la ligne de Blaise. Professeur Alphonse Maïndo, oui, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, alors, je retenu ces questions, en fait, par rapport à
comment s'assurer qu'il y a une bonne répartition une répartition équitable. Donc là, on rentre vraiment dans la gouvernance en tant que telle. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la gouvernance, on doit s'assurer qu'il y a l'équité. Et l'équité qui signifie qu'on donne à chacun ce qui lui est dû, ce qu'on lui doit par la communauté. Mais maintenant, ça nous ramène, parce que là, si on mobilise de revenus ou de fonds carbone, comme c'est le cas ici dont on parle là maintenant, il faut qu'après, les porteurs de projets puissent être capables de mettre en place des règles pour partager équitablement, donner à chacun ce qui lui est dû, après avoir dégagé les frais de gestion et les coûts de revient de ce que la personne fait ou l'organisation fait comme travail. Mais encore une fois, c'est le travail que l'État doit faire. Et c'est pour ça que j'insiste sur le rôle de l'autorité de régulation de marché carbone qui devrait veiller à ce que les règles que cette autorité mette en place et les règles que les porteurs de projets sont en train de produire soient en conformité d'abord et que ces règles soient effectivement appliquées et qu'il y ait aussi des sanctions véritablement qui décourageraient les gens à pouvoir priver les communautés de leurs droits. Parce que si on ne les fait pas, il y a des fortes, si vous voulez, chances qu'il y ait des troubles graves et qu'il y ait des gens qui puissent aller attaquer les autres avec des machettes et tout ça. Et on pourrait déplorer des morts d'hommes, donc des conflits. Donc il faut éviter ça. Alors, en ce qui concerne les échecs de projets, alors, vous savez, ça dépend des projets. On ne peut pas donner des raisons comme ça de manière générale pour l'échec de X ou Y projet. Il faut regarder chaque projet. Mais de manière générale, ce qu'on peut, si je dois répondre de manière générale, qu'est-ce qui peut faire l'échec d'un projet? Ça peut être que le projet en question ne répond pas à un besoin réel qui a été identifié. Il n'y a pas eu un bon travail pour identifier un besoin. Parce que si on fait un projet, c'est pour répondre à un besoin. Si ça ne marche pas, c'est que peut-être que ça n'a pas d'abord répondu à un besoin concret qui était bien identifié. Deuxième raison qui peut justifier, ça peut être aussi la gestion même de ce projet-là. Comment les ressources qui ont été mises en place, qui ont été mobilisées pour ce projet sont gérées? Sont-elles accaparées par les gestionnaires de projet au détriment des activités du projet? Et ce qui peut faire que le projet puisse foirer. Aussi, autre raison qui peut faire que le projet ne marche pas, c'est l'appropriation du projet par les parties prenantes. Si on fait un projet, il y a des gens qui ont des intérêts à ces projets-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas d'intérêt que ce projet puisse réussir. Et donc, les gens qui n'ont pas d'intérêt vont combattre le projet, vont mettre en place des mécanismes pour pouvoir empêcher le projet de réussir. Professeur donc, il faut identifier ces gens. Professeur Alphonse, pour le cas des Yafunga, par exemple, dans les territoires d'Isangui, est-ce que la population locale était vraiment impliquée dans le projet? Justement, c'est ce que je disais au début de cette émission. Dans ce projet-là de Jador à Isangui, la population n'avait pas été associée à la conception de ce projet de marché carbone et la population n'avait pas été sollicitée pour donner même son consentement libre, informé, préalable. Et donc, elle s'est retrouvée, alors qu'elle s'attendait à un concessionnaire qui n'avait pas encore tenu ses engagements, qui s'appelait Safbois. Et voilà, elle se retrouve face à un autre acteur qui s'appelle Jadora. Et ça, c'est le mauvais départ. Et du coup, il n'y a pas une appropriation. Parce qu'après, il faut faire aussi des campagnes de sensibilisation. Une fois que vous avez obtenu les clips, il faut sensibiliser les gens pour leur montrer l'intérêt du projet, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et en même temps, travailler aussi avec les élites locales, avec toutes les autres parties prenantes. Il n'y a pas que les communautés locales, il y a aussi les élites locales, il y a les autorités coutumières, il y a aussi d'autres acteurs du milieu et qui peuvent voir leurs intérêts menacés par votre projet qui arrive. Et c'est ce que je pense qui est arrivé dans ces milieux-là, où certains acteurs politiques n'ont pas aussi trouvé leur compte dans ces projets-là et qui ont profité de ce mécontentement des populations pour attiser encore plus le feu dans cela, avec parfois des objectifs politiciens dans le cadre de campagnes électorales et autres. Oui. Bien, professeur Alphonse Maïndo Monga, nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes professeur des sciences politiques et de gouvernance forestière à l'Université d'Ixangani et responsable des Topambos RDC, une organisation de recherche et développement sur les questions forestières et environnementales. Excellente journée, professeur, et à la prochaine. Merci beaucoup à vous aussi et à tous vos auditeurs. Bien, on va conclure avec le professeur Jean-Robert Bouangoy,
qui est enseignant à la faculté des sciences agronomiques à l'université de Kinshasa. Professeur Bouangoy, qu'est-ce qu'on retient à la fin? Qu'est-ce qu'il faut pour que des projets de crédit carbone puissent bénéficier aux communautés locales, aux communautés riveraines? Bon, d'abord, il faut dire que tout à l'heure, mon collègue disait, il a oublié vraiment l'essentiel. L'essentiel dans un projet carbone, c'est de produire. Et l'échec des projets de conservation forestière aujourd'hui provient de la non-production des crédits carbone. Vous savez qu'aujourd'hui, je peux donner des chiffres. Sodefort a presque 6 millions d'hectares de forêt et qu'il a mis en conservation. Pas produit une seule tonne de crédit carbone, n'a pas fait valider une seule tonne de crédit carbone. Alors, puisqu'il n'a pas fait valider une seule, j'ai discuté avec le gouverneur de Maïndombe et je lui dis, mais pourquoi les autres ne payent pas la taxe de superficie? Il dit, ils sont exonérés de la taxe de superficie. La première des choses et la plus importante, c'est celle-là. Si vous voulez que les projets de crédit carbone l'investissement soit fait par l'État ou par les étrangers, hein, disons les États étrangers, les coopérations, comme d'habitude, nous allons arriver au même problème. Le PNUD a été créé depuis plus de 50 ans et aujourd'hui, il n'a développé aucun pays. Les pays se développent avec l'effort de l'initiative privée. Et lorsque un privé investit, il s'attend à avoir des bénéfices. Des bénéfices, bien sûr. Vous voyez? Et les projets, par exemple, J'adore, c'était un projet qui avait été simplement mal pensé. Hein? Le projet J'adore, ils n'ont pas considéré combien de crédits carbone ils seraient capables de produire. Hein? Ils n'ont pas consulté la population, ils n'ont pas suffisamment parlé avec la population pour dire il ne s'agit pas de la bienfaisance, mais il s'agit plutôt d'un effort qu'on doit faire ensemble pour réduire les émissions et que par la suite, on sera capable de vendre ces émissions-là auprès des acheteurs. Merci, professeur. Donc, vous voyez, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa, professeur associé à l'université d'État des Dakota et directeur pays de WWCS. Excellente journée, professeur, et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Il est 11h à Kinshasa.